Serial Murder 5, vous êtes en direct, salut à tous, c'est Hughes, écoutez, comment allez-vous, la famille, les amis. Commençons tout de suite le sujet de la vidéo. Theodore Cowell est né le 24 novembre 1946 à Burlington. Il était le fils d'une mère incapable de s'en occuper. Ses grands-parents, quant à eux, ils vont s'en occuper et ils vont décider de le présenter au voisinage comme leur fils adoptif. À l'âge de 4 ans, sa mère va refaire sa vie avec un homme et donc Theodore prendra le nom de son beau-père qui était Bundy. Adolescent, il va se montrer hypersensible et timide. On remarque aussi également à cette période-là que pour lui, l'école n'était jamais un problème, il se révélera être un très bon élève. Vers l'âge de 20 ans, il tomba amoureux d'une jeune fille issue d'une famille aisée, Stephanie Brooks. Il va se fiancer à elle, et plus tard, elle rompit ses fiançailles de manière extrêmement brutale, et donc il en ressortira très affecté. Il se lia ensuite d'amitié avec un drogué. Durant cette période, il était totalement perdu. En sa compagnie, il va commettre plusieurs cambriolages. En 1973, il va décider de commencer des études universitaires. Pour ce faire, il s'inscrivit à la faculté de droit de Tacoma, oubliant les années qu'il avait passées en psychologie. Il était vraiment devenu très attirant, très séduisant, et Seattle était pour lui une ville comptant de nombreuses étudiantes. Les agressions vont alors commencer. Sharon Clarke fut victime d'une sauvage agression sexuelle le 4 janvier 1974. Elle avait été frappée à coups de barre de fer et restera une semaine dans le coma. Le 31 janvier, Linda Haley disparut de son logement. Une fouille des lieux permit la découverte de draps et de vêtements souillés de sang. Quelques jours plus tard, un appel anonyme parvient à la police de Seattle. L'interlocuteur signala que l'agresseur de Sharon Clarke et de Linda Haley était le même individu. Durant le printemps et l'été 1974, 7 autres jeunes étudiantes vont disparaître sans explication dans les États de Washington et de l'Oregon. On va interroger d'autres témoins dans un parc et ils parlèrent tous d'un homme portant aussi un plâtre et qui semblait demander de l'aide pour attacher sa planche à voile sur le toit de sa voiture. Quelques jours plus tard, Bundy fit ses bagages et partit pour Salt Lake City, où il devait commencer ses études de droit. Il trouva une chambre dans une maison étudiante et se fit de nouveaux amis. Il continua pourtant à mener une double vie. Le 2 octobre 1974, Nancy Wilcox, une majorette de 16 ans habitant dans l'Utah, s'était disputée avec ses parents. Elle disparut alors qu'elle faisait du stop. 16 jours plus tard, la fille du shérif de l'Utah, Melissa Schmitz, 17 ans, disparaît alors qu'elle faisait elle aussi du stop pour se rendre à une soirée entre amis. Son corps sera découvert 9 jours plus tard dans le parc Summit. Elle avait été violée, étranglée et si violemment battue que son père ne put reconnaître son visage. Pour les enquêteurs, des similarités entre les meurtres de Washington et de l'Utah attirèrent leur attention. Ils cherchaient le responsable de 3 meurtres et se rencontrèrent pour échanger leurs informations. Ils s'accordèrent sur le fait que c'était le même homme qui avait commis tous ces meurtres. Donc le 8 novembre 1974, le tueur frappa une nouvelle fois en s'attaquant à une jeune fille nommée Carol dans un centre commercial. Bundy avait environ entre 25 et 30 ans à cette époque-là. Il se présenta à elle comme un policier qui s'inquiétait de la présence de sa voiture sur le parking du magasin. Il prétendit ensuite que son collègue avait arrêté un individu qu'il venait de pénétrer par effraction dans son véhicule. Elle était sceptique, elle demanda à l'homme de prouver son identité. Bundy sortit alors rapidement quelque chose qui ressemblait à une insigne de policier. Après avoir examiné le véhicule, qui ne présentait aucun dommage, le pseudo-policier expliqua à la jeune fille que son collègue avait emmené l'auteur au poste et invita celle-ci à l'accompagner afin d'y faire une déposition. La situation paraissait pour la jeune femme encore davantage suspecte lorsque l'homme prit une direction opposée à celle du commissariat. Profitant d'un arrêt de la voiture, Carol tenta de sortir précipitamment, mais le conducteur parvint à lui passer une menotte au poignet gauche sans parvenir à menotter l'autre poignet car la jeune fille se débattait fortement. Bundy sortit un pistolet et menaça de la tuer si elle ne se calmait pas. Trop paniquée pour entendre les menaces, Carol n'obtempéra pas et parvient à fuir du véhicule. Et heureusement donc l'arrivée d'un autre véhicule va la sauver. Donc à la vue des phares, Bundy retourna précipitamment vers sa Volkswagen et démarra en trombe. Les enquêteurs remarquèrent que les vêtements de la jeune fille présentaient des traces de sang provenant vraisemblablement de l'agresseur. Ce sang, il va faire l'objet de prélèvements. Le même jour, Bundy, encore frustré de son échec, se présenta à une fête scolaire et s'intéressa à une enseignante. À plusieurs reprises, il insista pour qu'elle le rejoigne sur le parking, mais très occupée, cette dernière refusa. Bundy porta son attention vers une jeune fille de 17 ans qui venait de quitter la fête. Le lendemain,
Les policiers fouillèrent le parking de l'école et y découvrirent une clé. Ils comprirent que l'agresseur dangereux venait de passer par là, car elle ouvrait les menottes de Carol. Les descriptions de l'homme données par les deux jeunes femmes furent très similaires. Il semblait évident que l'auteur ayant échoué à enlever les deux jeunes femmes s'était rabattu sur Debbie Kent, donc c'est la fille dont je vous ai parlé qui avait 17 ans. Le 16 août 1975, un policier de Lutin qui patrouillait au volant de son véhicule remarqua une coccinelle roulant doucement dans la nuit. Hayward, c'est le nom du policier, Bob Hayward, lorsqu'il alluma ses phares afin de lire la plaque d'immatriculation de la voiture, le conducteur éteignit les siens et partit sur les chapeaux de roue. Le policier prit immédiatement le véhicule en chasse. Donc Bundy, il va griller 2 stops, mais finira par s'arrêter à une station essence. Bob Hayward se gara derrière lui et posa la main sur son arme lorsque l'occupant de la voiture sortit et s'approcha de lui. C'était un jeune homme brun, tout ce qu'il y avait de plus normal. Hayward lui demanda son permis de conduire et apprit qu'il se nommait Theodore Bundy. 2 autres policiers qui passaient par là se garèrent devant la coccinelle. Et avec l'aide de ses 2 collègues, il fouilla le véhicule. Dans un grand sac, ils découvrirent un pied de biche, une cagoule de ski, un masque taillé dans un bas, une corde, des menottes et du fil de fer. Bundy fut arrêté et soupçonné de cambriolage. Il sera relâché, il était simplement soupçonné à ce moment-là. Donc le 21 août 1975, il fut à nouveau interpellé et réentendu. Il affirma utiliser la cagoule contre le froid, avoir trouvé les menottes dans une poubelle et utiliser la barre de fer pour dépanner son véhicule. La fouille de son appartement ne permirent pas la découverte d'objets suspects, hormis des brochures touristiques sur le Colorado, lieu d'enlèvement et de meurtre de plusieurs victimes. Il nia alors s'être rendu dans cet état et prétendit que les brochures appartenaient à un ami. Tout était rangé, tout était en ordre, les empreintes avaient été même effacées dans sa chambre. Le 23 novembre 1976, Bundy comparut devant le tribunal de Salt Lake City. Il fit très bonne impression et malgré une reconnaissance formelle de la part de Carol, il se prétendit victime de coïncidence. Le 27 décembre, à l'issue d'un délibérément serré, il sera reconnu coupable de kidnapping et condamné à 15 ans de prison. Le 7 juin 1977, il est emmené à Aspen pour une audience préliminaire qu'il prétendait avoir besoin d'aller dans la bibliothèque. Donc comme il assurait lui-même sa défense et n'avait pas d'avocat, il fut bien sûr autorisé. Il va parvenir à s'échapper du tribunal en sautant par une fenêtre. Il fut retrouvé dans la région le 13 du même mois, donc 6 jours plus tard. Le 30 décembre 1977, à l'aide d'une scie à métaux, Bundy parvient une nouvelle fois à s'évader de sa cellule. Cette fois, il ne fut pas repris et gagna Chicago, puis la Floride, sous une fausse identité. Le 15 février 1978, le policier David Lee parcourait à l'ouest de Pensacola lorsqu'il vit une coccinelle orange rouler doucement dans les rues. Sceptique, il va vérifier la plaque d'immatriculation grâce à sa radio et apprit qu'elle avait été volée. Il alluma ses phares et se mit à suivre la voiture. Tout comme il l'avait fait dans l'Utah 3 ans auparavant en août, Bundy prit la fuite puis s'arrêta brusquement. Mais cette fois, Lee parvint à le menotter et le conduisit au poste de police et fut très surpris de le reconnaître sur la vidéo recherche du FBI, qui était classé à ce moment-là par le FBI comme l'un des 10 criminels les plus recherchés des États-Unis. Le 15 décembre 1978, une étudiante de l'université locale aperçut un individu masqué et armé d'une matraque en bois sortir en courant d'un dortoir. La police fut prévenue et les intervenants découvrirent 2 jeunes filles sérieusement blessées dans leur chambre. Une 3e victime, Margaret Bowman, âgée de 21 ans, fut retrouvée morte étranglée avec un bas. Une 4e jeune fille, Lisa Levy, âgée de 20 ans, fut retrouvée mourante dans le même immeuble. Elle mourra lors de son transfert à l'hôpital. Margaret Bowman, donc, elle avait quand même été agressée sexuellement, tout comme Lisa Levy, dont le corps montrait diverses marques de morsures. 1 heure et demie plus tard, dans un autre immeuble de Tallahassee, on va découvrir une victime agressée à coups de matraque. Cette dernière ne survivra que par miracle. Par la suite, la police de Lake City reçut un appel désespéré des parents d'une jeune fille nommée Kimberly Leach. Alors qu'elle était en cours de gymnastique, qu'elle disparaîtra peu après et on ne la retrouvait nulle part. Les enquêteurs découvrirent que l'amie de Kimberly, elle l'avait vue monter en fait dans la voiture d'un étranger. Donc malheureusement, elle ne se rappelait ni de la couleur, ni de la marque du véhicule et encore moins de l'apparence du conducteur. Le 7 avril 1978, le corps en décomposition de Kimberly Leach fut découvert dans une vieille cabane située dans un parc en Floride. Elle avait été violée et égorgée. Des examens révélèrent du sang et du sperme appartenant à Bundy sur les sous-vêtements de la jeune fille.
Traîné en justice en Floride, qui est surnommé à l'époque l'état de la mort, en raison de son large emploi de la chaise électrique, Bundy fut confronté à un dilemme. Sauver sa vie en reconnaissant sa culpabilité, ou jouer le quitte ou double en plaidant non coupable. Bundy décida de plaider non coupable. Avec un sens de la logique propre à lui, il va réussir à faire douter tout le monde de sa culpabilité. Cependant, petit à petit, des témoins le reconnurent comme celui qui avait quitté le lieu de certains meurtres et tout l'accablait, en particulier les marques de morsure retrouvées sur la victime. En juillet 1979, après une délibération, les jurés reconnurent sa culpabilité et le juge Cowart le condamna à la peine de mort par électrocution. Donc au final, on dénombrera 36 victimes lui appartenant, effrayant 36 victimes. Le 24 janvier 1989, à l'âge de 43 ans, il sera exécuté sur la chaise électrique. Son cas restera donc un véritable choc pour l'Amérique, qui jusque-là considérait les tueurs en série comme des fous totalement perdus et exclus du monde. Lui était exactement le contraire, un homme beau qui avait tout pour réussir et dont personne ne pouvait soupçonner la culpabilité. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Donc je vous laisse. Écoutez, je vous souhaite une très bonne continuation, une très bonne journée et n'oubliez pas surtout, un monde sans crime, c'est comme un assassin sensible.